Pour écouter, ça nécessite vraiment d'être en disposition interne, d'être en capacité de faire silence en soi. Certains disent, franchement, ça me fait perdre mon temps d'écouter. Bonjour à tous, je suis Caroline Delapalme, grande joie de vous accueillir dans ce nouveau numéro du podcast Dièse. Dièse, c'est le podcast dédié à l'écologie des relations, aux attitudes et comportements qui nous font grandir, mieux travailler ensemble, mieux communiquer, bref, mieux vivre ensemble. Et parce qu'on est convaincu que la qualité des relations est essentielle, nous allons aujourd'hui monter le son sur l'écoute. Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir dans les studios de Dièse le pétillant, l'apprenant et inspiré Denis Christol. Denis est chercheur en sciences de l'éducation, facilitateur en intelligence collective et auteur. Il est aussi secrétaire général de SOL France, association sur l'organisation apprenante, d'où l'intérêt de parler avec lui de ce sujet passionnant qu'est l'écoute. Denis, bonjour. Bonjour, déjà après cette présentation. Bim. Et oui, on est heureux de t'accueillir dans les studios de Dièse. Et la première question en fait que j'avais envie de te poser, c'était pour toi, quelle est la différence entre écouter et entendre ? Je dirais que entendre, c'est du son qui nous arrive dans les oreilles. Et écouter, c'est une transformation de ce son en signification. Il y a quelque chose de plus qui opère, une différence qui va créer une différence, si je reprends un classique de Palo Alto. Alors là, il va falloir que tu fasses les sous-titres parce que je pense que personne ne va te suivre. D'accord. En fait, dans l'école de Palo Alto, on dit souvent qu'une information, c'est une différence qui crée une différence. Et écouter, c'est d'une certaine façon mettre en contexte quelque chose qui t'arrive dans l'oreille pour que ça se transforme en une information. C'est ça l'idée. Bon, là, je pense qu'on vient de raccrocher les wagons avec nos auditeurs. Super. Et alors, du coup, quand on voit dans notre monde de cacophonie totale, la difficulté à écouter, selon toi, Denis, qu'est-ce qui favorise l'écoute ? Je dirais qu'il y a une forme d'écologie intérieure faite de silence et d'apaisement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne peux pas écouter si tu es ultra agité à l'intérieur ? Si tu es ultra agité, préoccupé, si tu passes du coq à l'âne, si tes tâches sont auto-interrompues toutes les 3-4 minutes, ce qui est souvent notre cas, eh bien tu limites ton potentiel d'écoute. Pour écouter, ça nécessite vraiment d'être en disposition interne, d'être en capacité de faire silence en soi. Donc il y a un premier geste auquel on peut s'entraîner, c'est faire silence en soi. C'est accepter à un moment de ralentir. Ok, mais est-ce que ça suffit ? Parce que souvent, quand on peut faire silence en soi, mais écouter avec un prisme qui est de ses croyances, de ses convictions, de ses certitudes, de tout ça. Je dirais qu'il y a 4 niveaux d'écoute qu'on peut décrire. Le premier niveau d'écoute, c'est une écoute justement de ses propres croyances. C'est-à-dire qu'on va relever chez ce que dit l'autre, qu'est-ce qui conforte son opinion, sa croyance. Autant dire que c'est un niveau d'écoute basique, assez faible. Un deuxième niveau d'écoute consiste à aller au-delà. C'est un niveau d'écoute qui engage l'empathie, c'est-à-dire se mettre à côté ou à la place de l'autre. Et donc intégrer une dimension de sentiment, de sensation. Là, il y a une prise en compte du contexte de l'autre. Et est-ce que c'est là, par exemple, si je ressens de la gêne, quand quelqu'un me dit quelque chose, est-ce que je suis dans ce cas-là ou je suis encore dans un autre cas ? Oui, tu peux être dans ce cas-là. Après, tu as même la possibilité d'exprimer ta gêne. C'est-à-dire que tu peux écouter puis dire ce que tu me dis provoque telle émotion en moi. Et là, tu glisses vers un troisième niveau d'écoute qui est une écoute du contexte, du système, de quelque chose de beaucoup plus global. Donc, tu écoutes toi, l'autre, la situation, et puis qu'est-ce qui est en train de se jouer dans la situation. Tu as presque une posture méta dans ce. C'est ce que j'allais dire, c'est comme si tu étais extérieur et que tu regardais comme un observateur extérieur ce qui se joue au-delà des mots qui sont dits. Exactement, et c'est pour ça que tu es en capacité de dire, là ce que tu me dis provoque une émotion et je la partage avec toi. C'est une façon de communiquer au niveau émotionnel. Et puis il y a un quatrième niveau d'écoute que décrit Otto Scharmer, qui est ce qu'il appelle un écoute du futur émergent.
Waouh. Waouh. Là, il y a Star Trek qui vient d'arriver dans le podcast. Écoute du futur émergent, ça fait un peu bizarre, mais en gros, tu as une telle communion avec l'autre, tu as une telle sensation d'être en osmose, en symbiose, que tu te dis, avec cette personne, je peux faire quelque chose qui nous dépasse tous les deux et qui nous emmène vers une vision très élevée. Cette écoute du futur émergent signifie que tu as enlevé tes barrières, tu as accepté de te laisser toucher par la parole de l'autre, de prendre soin de cette parole, et puis de dire, mais qu'est-ce que ça a de profond et qu'est-ce que ça nous apporte pour construire un autre monde, un autre projet, une autre entreprise. Est-ce que c'est ce qui se passe, par exemple, quand on rencontre quelqu'un dont on tombe amoureux? Alors ça peut être ça. Il y a effectivement une Tu sais, on se dimension... raconte plein de trucs et on s'écoute avec un intérêt. Et là, il y a cette espèce de futur émergent qui... Oui. Ça peut être ça comme exemple? Ça peut être un bon exemple, oui. Je ne l'avais pas pris dans cet angle-là, j'étais plutôt resté dans l'angle entreprise. Mais, mais tu peux, vas-y, parce que c'est quand même ce qui intéresse nos auditeurs. Mais oui, tu as cette idée de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de fort? Et du coup, il y a quelque chose de transcendant qui dépasse, où tu as un niveau d'écoute qui va toucher des valeurs profondes, une identité, une façon d'être. Et est-ce que ça veut dire... Alors, par exemple, je rebondis sur ce que tu dis, ça pourrait être je rencontre un futur partenaire? Oui. Ça peut être ça? Ou Oui. une association? Enfin, tu vois, tu rencontres quelqu'un et tu te dis vraiment avec cette personne, je pourrais monter, m'associer et ce futur émergent dont tu parles, je commence déjà à l'imaginer. Il y a un coup de foudre qui opère parce que tu as senti dans les mots qui t'ont été proposés à la fois une signification particulière, mais également une manière, un style, une façon qui te touche personnellement et qui va toucher une corde sensible chez toi. Il y a une sorte de musicalité qui se met dans cette écoute, comme si c'était une écoute du même souffle, du même cœur. C'est pour ça que je te remercie d'avoir précisé que j'étais dans la facilitation en intelligence collective, mais pour favoriser justement cette qualité d'écoute, eh bien tu peux pratiquer des exercices de respiration synchronisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se mettre à respirer tous les deux sur les mêmes rythmes? Par exemple. Mais non. Mais si. Ah, c'est bon ça. Alors en fait, l'un respire et l'autre respire à son rythme et puis tu inverses. Et à un moment donné, ta fréquence cardiaque, elle se rapproche. Et quand tu as cette syntonisation, on pourrait même utiliser un terme d'acoustique, cette syntonisation, il y a quelque chose de l'ordre d'émotions et de sensations qui résonnent à l'intérieur de chacun. Et donc, cette écoute profonde-là produit cette résonance. Donc, quand on fait de la facilitation en intelligence collective, on cherche à produire les opportunités que cette résonance de corps à corps, de cœur à cœur... Voilà, ça veut dire que c'est presque... c'est physique, quoi. Oui, là, c'est physique. Oui, il y a une résonance physique. Oui, il y a quelque chose de physique. Et puis, il y a une séduction intellectuelle, une résonance physique, une envie. Il y a une part d'irrationalité qui se mélange, qui se fusionne. Ça, c'est le plus haut niveau d'écoute qu'on peut avoir. Et alors, moi, la question que je me pose quand je t'entends, c'est que j'ai le sentiment que ça marche super bien quand on est d'accord. Mais est-ce que ça marche quand on est avec des gens dont on ne partage pas du tout les propos et qu'on écoute? Alors, tu as beaucoup d'approches qui visent à améliorer son écoute. Souvent, on va commencer par amortir ce qui nous heurte chez l'autre, qui nous produit quelque chose qui a un effet négatif, plutôt que d'être en surréaction et de réagir tout de suite. L'idée, c'est de marquer un temps de silence. Et puis, d'absorber, d'accueillir, d'amortir, selon la divergence qu'il y a par rapport à ce que dit l'autre, ce qui a été énoncé. Donc on a des approches, toujours en facilitation, qu'on peut développer, des approches de dialogue, dans lesquelles tu essaies de mettre de côté ton jugement. Ça c'est dur, ça. C'est difficile. C'est difficile parce que un individu parle environ 140-150 mots par minute, et le rythme de la pensée humaine, c'est plutôt 500 mots par minute. Donc, je n'ai pas fini d'énoncer quelque chose que déjà... Je suis en train de penser au truc d'après. Tu penses au truc d'après. Ce que tu viens de faire à l'instant. Ouais. Et du coup... C'est justement pour illustrer le propos. Merci. Alors, du coup, c'est cette vraie difficulté de se ralentir. Donc, ça passe par un entraînement. Re-physique. Re-physique.
c'est très physique l'écoute. Respiratao. Respiratoire, exactement, méditatif. Pour un manager ou un commercial ou même un collègue, ça peut passer lorsqu'il y a des moments un petit peu délicats, hein, quand tu parles de moments qui peuvent être délicats, ça peut être un temps de se ralentir avant d'aller rencontrer l'autre avec lequel on n'est pas d'accord ou avec lequel on a un différend. Et si on y va de façon un petit peu plus apaisée, il y a un petit peu moins de chances qu'on soit du tac au tac de la réaction à la réaction et qu'on ait la possibilité d'échanger des visions, quitte à avoir un constat de désaccord à la fin, mais plutôt que ce soit dans un mode agressif ou passif-agressif ou cynique, ça peut être tout simplement on n'est pas d'accord. Oui. Voilà. Et on a le droit. Et on a le droit. Et c'est pas un problème. Mm. Mais même quand on a réussi à faire ça, on a progressé dans la qualité relationnelle. Parce que se mettre d'accord sur un constat de désaccord, c'est déjà un premier niveau de communication, c'est déjà un premier niveau d'écoute. Ouais, c'est vrai, je vois très bien. J'aime beaucoup cette phrase, se mettre d'accord sur un premier niveau de désaccord. Me plaît beaucoup. Merci Denis. Je t'en prie. Ce qui est dur, je trouve aussi, quand tu écoutes, c'est ne pas chercher à avoir raison. Et j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Quel est l'intérêt de toujours... Enfin, on voit que dans les dialogues, il y en a toujours un qui cherche à avoir raison et l'autre qui essaye de faire ensemble. Alors, c'est deux postures, effectivement, qui ne vont pas tout à fait dans la même direction. Quand tu es dans la facilitation d'intelligence collective, tu vas chercher le flow, c'est-à-dire l'enrichissement de la parole de l'autre, l'emmener au meilleur de sa pensée, l'emmener au meilleur de ce qu'il peut proposer, même si c'est en différence par rapport à ce que tu penses. L'objectif, c'est de laisser de la place à son expression jusqu'à ce qu'il ait fini de dire tout ce qu'il a à dire. Et c'est complètement différent du mode débat dans lequel on est souvent dans une culture française où l'argumentation, l'argutie, la joute chevaleresque qui s'est transformée en joute oratoire fait un vainqueur et un perdant, et en fait deux perdants. Quand tu es dans le renoncement au débat, tu ne peux pas perdre le débat, puisque tu n'y es pas entré. Donc ça signifie simplement avoir une posture plutôt liquide, vraiment d'être dans l'accompagnement de la parole de l'autre, d'acquiescer, de le relancer pour comprendre plus finement ce qu'il peut avoir à dire. Oui, ça ne veut pas dire... Oui, mais comment tu réagis quand l'autre te débite des horreurs totales? Tu ne peux pas non plus acquiescer à des horreurs totales. Alors, bon, si c'est de l'insulte, Non, je ne te parle même pas d'insultes, mais il y a des gens qui se comportent, qui disent des phrases qui sont ultra limites quand même de temps en temps. Tu peux les dénoncer tranquillement, tu peux dire « je ne suis pas d'accord avec ce que viens de dire ». Le conseil, c'est souvent de le laisser aller au bout de son... Oui, parce qu'il a vidé son sac et après, voilà, c'est plus à faire. Un sac vide et tient moins debout. Donc, le laisser aller au bout, et puis après, tu as fini? Je ne suis pas d'accord. Voilà, tout simplement, sans chercher à vouloir démontrer ou à vouloir prouver. Alors, quand tu fais de la facilitation, tu as souvent des effets d'apprentissage. On parle de conflits socio-cognitifs. Oula, encore un gros mot. Encore un gros mot. Oui, j'adore les gros mots. Conflit socio-cognitif, ça veut dire que tu es amené à exprimer et exposer ta pensée et à la frotter à celle de l'autre. C'est un peu l'idée du débat. Et ce faisant, tu es amené à préciser tes arguments, à les densifier, à les expliciter, et l'autre également. Quand tu fais cet exercice-là, si tu le fais de bonne foi, sans chercher à être de mauvaise foi, tu peux progresser dans ton argumentation, voire même faire évoluer ta pensée. Mais tu ne le feras pas par force, tu le feras librement, parce que l'argument que l'autre t'a donné, tu as senti qu'il te respectait. Si tu ne te sens pas respecté, si tu sens que l'autre ne changera pas quoi qu'il se passe, eh bien tu restes un petit peu comme dans la théorie des jeux, où tu te dis l'autre veut absolument avoir gain de cause, donc ce n'est pas la peine de rentrer en relation. Après, moi, je ne cherche pas forcément à changer l'autre. Je suis plus intéressée à ouvrir un débat constructif où chacun peut exprimer sa pensée, où justement il y a un regard vers l'autre dans l'expression des différences qui va enrichir le groupe.
Après, là où je trouve que l'écoute, elle est moins pertinente, c'est quand on écoute en se racontant déjà la petite musique qu'on veut répondre, quoi, tu vois. Oui. Et là, on n'est pas en train d'écouter. On est en train de s'écouter soi, mais pas l'autre qui est en train d'exprimer sa pensée. Et je trouve que c'est ça qui est super dur. Quand on est un peu vif et qu'on est engagé et qu'on a de la personnalité, je trouve que c'est dur d'écouter les gens sans commencer à mettre en place cette espèce de petit cheval là qui démarre dans sa tête et et qui a déjà plein de réponses et plein d'objections et qui a envie d'aller plus loin. Et tu vois ce que je veux dire? Et ça, arrêter ce petit cheval, je trouve ça super dur. C'est difficile, c'est un vrai exercice, alors notamment pour des dirigeants par exemple, hein, il m'arrive de faire des formations pour des dirigeants, et certains disent franchement, moi j'ai de la personnalité, je sais où je veux aller, ça me fait perdre mon temps d'écouter. J'ai entendu certains dire ça. Certes, ça fait perdre du temps, mais parfois, quand tu passes de la vie minoritaire dans un groupe ou de la petite voix, tu peux passer à côté d'une bonne idée, tu peux passer à côté d'une contradiction ou d'une vigilance qui permettrait de prendre une meilleure décision ou de prendre une meilleure orientation. Donc faire un effort, je disais pratiquement consacrer physique, du temps. consacrer du temps à se discipliner pour se ralentir, ou au moins identifier les moments dans lesquels tu dois te ralentir, parce que tu peux peut-être pas tout le temps te ralentir, ça vaut la peine. Donc des décisions importantes ou des moments clés avec ses proches, ses fournisseurs, ses clients, ses collaborateurs, se dire tiens là c'est peut-être un moment clé et donc là je vais faire un effort particulier. Et tu peux très bien densifier le temps d'écoute même en ayant peu de temps chronométrique quelque part. Tu vois c'est un petit peu... alors les Japonais ont un mot pour ça, ce temps interstitiel ils l'appellent le ma. Ah c'est beau ça. Le ma Le tout simple. ma. Le ma c'est ce temps suspendu qui existe lorsque le concert vient de prendre fin. Et avant que les applaudissements ne retentissent, tu as ce moment suspendu là. Et ce petit moment où ça va basculer, c'est le ma. De la même façon, le ma équivaut également au seuil. Quand tu rentres dans une maison japonaise, tu as une sensation de passer de l'autre côté. C'est le ma. Tu peux très bien, il y a des techniques pour ça, te dire, bien, quand je veux véritablement entrer dans cet autre état, qualité d'écoute, me mettre psychologiquement comme si j'étais en train de me jeter à l'eau. Tu vois, c'est cette sensation de se jeter à l'eau ou de sauter d'un avion avec un parachute. Ce moment de bascule... Non, je vois pas trop, vois pas trop le parachute, mais sauter à l'eau, je vois bien, oui. Bon, une eau tiède pour toi, non, choisis une bonne eau tiède. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, je glisse et je suis dans un autre état mental. Donc c'est aussi un apprentissage que d'être en capacité de se dire, quand est-ce que je dois rentrer dans cet état de bascule qui fait que je passe à autre chose. Et du coup, si tu donnes véritablement de l'attention et de la présence à l'autre, sans lui rétorquer du coup au coup, sans lui couper sa phrase, en étant véritablement en train de dire il a quelque chose à dire, je vais l'écouter sans préparer ma phrase d'après, ce qui nous est difficile, alors le sentiment que l'autre se sente écouté, eh bien, produit une autre qualité relationnelle et peut éventuellement l'aider à changer de perspective, mais ça viendra de lui et non pas d'un argument qu'on lui aura asséné. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Super, merci Denis, ça me fait moi progresser aussi, ça c'est clair, rien qu'en t'écoutant. Et du coup, dernière question que je voulais te poser, ce serait quoi les obstacles à l'écoute? Alors, les obstacles à l'écoute, c'est d'une part l'accélération permanente dans laquelle on est, où on est en permanence en auto-interruption avec nos téléphones portables, en auto-interruption avec des sollicitations intérieures, on est en permanence sujet à déconcentration, ce qui crée un état mental d'agitation. Et cet état mental d'agitation fait que reprendre le cours de sa journée pour s'apaiser, se ralentir, c'est difficile. Donc c'est probablement apprendre à se ménager des temps vides, parce que si tu n'as aucun temps vide, tu ne pourras pas le remplir, tu ne pourras pas écouter. Donc il faut véritablement s'efforcer à apprendre le vide. Alors est-ce que ça voudrait dire que par exemple dans mon agenda, je mets des petits quarts d'heure à droite à gauche pour rien, avec un grand R? Alors typiquement, on s'est aperçu avec le Covid et la succession de visio qu'on calait sur nos agendas en ligne,
qu'on mettait une visio de 14 à 15, puis de 15 à 16, puis de 16 à 17. Et les petits temps interstitiels, le mât dont je te parlais, finalement, on l'a complètement gommé. Donc il faut absolument remettre des moments interstitiels, que ce soit en présentiel ou à distance, pour ne pas enchaîner rendez-vous sur rendez-vous, et finalement s'auto-polluer de cette frénésie. Donc être plus raisonnable, peut-être en faire un peu moins, ou au lieu de planifier des tas de rendez-vous d'1 heure, les mettre de 40 minutes, mais d'avoir... se garder les petites 20 minutes. Et se garder des temps qui vont permettre d'accueillir de l'inattendu, un collaborateur qui ne va pas bien, un ami qui a besoin de parler, et donc de ménager un petit peu des temps vides qui vont permettre d'avoir physiquement cette possibilité, et puis d'écouter, et puis surtout de ne pas foncer dans l'agitation. Parce que notre réflexe, c'est la peur du vide, et donc si on remplit, et finalement on ne fait pas forcément tout bien. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Denis, d'être venu monter le son avec joie sur l'écoute. Un immense merci pour cette invitation, c'était très sympa. Avec plaisir, Denis. À très vite. Au revoir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro de Dièse, où nous continuerons à monter le son sur tout ce qui nous fait grandir. À très vite.